Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre à nouveau pour un webinaire de l'annexe Centre. Ce soir, du coup, on va décrypter, les nouveaux programmes du DCG et du DSCG et on sera du coup accompagné de Mathieu Labouze et de Jean-Luc Rossignol qui sont les présidents, des jurys, de ces 2 diplômes. Je vous laisse, vous présenter chacun. Très bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à l'annexe Centre de l'invitation. Moi, je suis donc Mathieu Labouze, je suis inspecteur général éducation, sport, recherche, donc plutôt spécialisé dans la discipline économie-gestion et à ce titre président du DCG depuis la session 2025. Bonsoir à toutes et tous. Merci également à l'Annexe Centre pour cette initiative et cette invitation. Je suis Jean-Luc Rossignol, je suis président du jury national du DSCG depuis 2 ans et je suis un ancien enseignant-chercheur en sciences de gestion. Et en avant-propos, je vous prie de m'excuser, comme je disais à Aurélien Touzet, je vais devoir vous quitter, moi, vers 19h45 environ. Donc, ce qu'on vous propose avec Jean-Luc, c'est peut-être un premier temps sur les grands principes de cette rénovation. Ensuite, j'évoquerai je parlerai un tout petit peu du DCG, et puis ensuite, je vous laisserai sur la fin autour du DSCG. Donc, finalement, on a intitulé notre présentation les nouveaux programmes du DCG et DSCG une rénovation nécessaire parce qu'en fait, ça correspondait à une demande de la profession au regard d'un ensemble de constats. Euh, et finalement, je crois que le premier point, c'est de dire que ça a été quand même une rénovation co-construite avec un ensemble de groupes de travail un par UE, avec comme premier vraiment objectif l'idée d'ancrer une approche par compétence sur l'ensemble des programmes DCG et DSCG. Donc l'idée, c'est vraiment de partir des besoins de la profession, de traduire ces besoins en compétences, puis ces compétences en programme. Et donc, durant la réforme de 2019 pour le DCG, pardon, ce premier travail avait été fait en partie, et l'idée, ça a été vraiment de le construire à la fois sur le DCG et le DSCG. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif, avec deux enjeux importants. Il y a un premier enjeu qui était que c'est un impératif réglementaire pour enregistrer les diplômes auprès de France Compétences, donc au registre national des certifications professionnelles, le RNCP. Et donc, on est très heureux avec Jean-Luc de vous dire que, à la fois pour le DCG et pour le DSCG, cet enregistrement a été validé. Et donc, avec un impact fort quand même, parce que ça permet notamment d'accueillir des apprentis en étant financés en bénéficiant des aides de l'apprentissage. Donc, l'enjeu était important. Et puis, le deuxième enjeu autour de l'approche de par compétence, c'est un enjeu plutôt de nature pédagogique. L'idée, c'est plutôt que de faire un cours théorique, on part vraiment de situations professionnelles. De ces situations professionnelles, on définit et on enseigne et on instruit autour de savoirs, de compétences associées. Et donc, c'est vraiment l'interaction entre situation professionnelle et savoir, compétences, connaissances qui forme un peu l'enjeu de la formation. Donc ça, c'était vraiment sur cette approche par compétences. Et avec, dans cette approche, l'idée aussi d'aller vers des compétences de plus en plus importantes pour la profession. Il y a notamment, à titre illustratif, peut-être trois grands types de compétences. Les compétences liées à la durabilité d'une part, les compétences liées à tout ce qui est digitalisation, apparition de l'IAG, numérisation, et des compétences davantage liées à la relation client, la communication et le conseil, et vraiment à la fois en DCG et en DSCG. Donc ça, c'était… Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, si je trace un panorama complet, Jean-Luc. Peut-être quelques éléments pour compléter. Mathieu vous le disait, c'est une rénovation qu'on a considérée comme nécessaire. Elle l'était peut-être d'autant plus en DSCG qu'en DCG, d'autant plus que vous le savez peut-être, mais je suis arrivé à un moment où le jury précédent avait démissionné et le diplôme était assez critiqué, d'où l'importance du travail de refondation que l'on a pu faire et que l'on a pu faire avec la profession en lien permanent avec à la fois le Conseil national de l'ordre des experts comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Euh,
Mathieu vous l'a dit, une approche par compétences qui était un marqueur de cette rénovation, avec la nécessité au niveau des SCG de faire bien davantage que ce qui avait été fait à l'occasion de la réforme de 2019. Le DCG avait de l'avance en la matière. La nécessité aussi, certainement, de bien positionner ou repositionner les deux diplômes. Mathieu le disait, il y a un enjeu en matière d'articulation en fait des diplômes et puis aussi un enjeu au sein même de chaque diplôme. Et c'est ça qui nous a conduit à travailler sur ces deux diplômes. Je le rappelle à chaque fois, à chaque intervention, ce sont des diplômes d'État d'excellence qui confèrent pour l'un le grade de licence et pour l'autre le grade de master. Mais en fait, finalement, là, on parle un petit peu à deux voix, mais ça nous semblait quand même voilà, vraiment important, mais Jean-Luc l'a dit, d'articuler sur l'ensemble de la filière. Et je crois que c'est un peu le deuxième point, le deuxième grand objectif, avec l'idée de finalement d'avoir des diplômes articulés où le DCG est le point d'entrée et le prérequis du DSCG, et le DSCG est la porte d'entrée du DEC. Et voilà, et le tout étant des diplômes, mais c'est indiqué, nationaux qui confèrent au grade de licence et au grade de master. Ça veut vraiment dire que finalement, dans les programmes qui ont été organisés dans les groupes de travail, il y a eu des échanges extrêmement nombreux pour que si une notion était vue à deux niveaux en DCG, en DSCG, bah, on choisisse à quel niveau apparaissait la plus pertinente pour se dire que voilà, l'exemple par exemple sur le concept de la stratégie était un peu vu à la fois en DCG, en DSCG, comment on traite ces concepts, et donc vraiment articuler les diplômes. Et avec deux types d'articulation, soit on a vu des concepts ou des thématiques différentes. Si on prend la compta, on reste toujours en DCG les comptes sociaux, et puis en DSCG les comptes de groupe. Donc là, la frontière est très claire. Et puis, par exemple, pour d'autres concepts, comme la stratégie que j'évoquais, on a plutôt différencié par ce qu'on appelle des conseils de premier et de second niveau. C'est-à-dire qu'en DCG, on va faire une analyse stratégique, mais dans un contexte très simple, sans aléas, sans incertitude, et une analyse centrée exclusivement sur la stratégie. Donc, ce qu'on appelle plutôt un conseil de premier niveau, où le candidat, l'étudiant, devrait être capable d'apprécier la pertinence d'une stratégie, mais dans des contextes un peu simplifiés. En DSCG, on va dans des contextes davantage de second niveau. Donc, on étudie toujours la stratégie avec davantage de raffinement dans les concepts stratégiques, des environnements plus complexes, et en plus en intégrant d'autres dimensions, notamment là dans le cas de la stratégie, la dimension contrôle de gestion. Et on voit qu'on est dans un conseil de ce qu'on a appelé second niveau, parce qu'on est dans un environnement plus complexe et avec une vision un peu plus globale des objets étudiés. Et donc, c'est un petit peu les deux niveaux d'articulation. Voilà, soit des concepts différents, soit des niveaux de conseil différents. Mais ce qui veut aussi dire que finalement, on va veiller à repositionner les deux épreuves ou les deux types d'épreuves, avec des épreuves vraiment niveau L3 en DCG, des épreuves niveau master en DSCG, et où finalement suivre la formation sera quand même, ou se préparer en tout cas, sera absolument nécessaire pour passer l'un ou l'autre des deux diplômes. C'est un gros point d'attention, en tout cas pour nous deux, ce continuum de formation pour acquérir progressivement les compétences attendues. En sachant, Mathieu vient de le dire, que pour réussir en DSCG, il faut avoir acquis les connaissances et les compétences de DCG. Et peut-être dernier point, mais qui concerne davantage le DCG, peut-être qu'un chiffre à vous donner, c'est que alors j'ai les chiffres pour les étudiants qui suivent un DCG dans les lycées publics et privés sous contrat. Donc, mais pour ces étudiants-là, 2 tiers poursuivent en DSCG et 1 tiers poursuivent en entreprise. Mais malgré tout, ça nous semblait vraiment important de centrer le programme pour favoriser la poursuite en DSCG, DEC et cabinet. Évidemment, après un DCG, rien n'empêchera pour les étudiants qui le souhaitent d'aller soit dans d'autres formations, soit dans les directions administratives et financières des entreprises, mais on a vraiment souhaité réaffirmer le positionnement du DCG comme point d'entrée de la filière comptable
pour en plus le différencier avec un ensemble d'autres diplômes voilà, qui peuvent être tout à fait adaptés, mais voilà, les BUT-GEA par exemple, les licences CESA, qui poursuivent aussi d'autres objectifs que simplement l'expertise comptable. Et pour les jeunes et pour clarifier la lisibilité ou les choix d'un étudiant ou d'un élève de terminale, ça nous semblait quand même important de vraiment, encore une fois, bien positionner ces filières. Donc, et puis finalement, pour terminer sur les grands principes, donc le premier principe, c'était cette approche par compétences. Le second principe, c'était cette articulation DCG, DSCG, puis DEC. Le troisième grand principe, ça a été, je l'ai un tout petit peu dit, d'intégrer et de renforcer les compétences liées à la durabilité et au système d'information, avec là un petit peu deux contextes différents. Sur la durabilité, pour rappel, la réforme, elle avait pour contexte la CSRD. Et donc, on attendait une traduction en droit français de cette directive européenne qui, voilà, relativement imitante. Et donc, ça nous semblait absolument nécessaire d'intégrer la durabilité dans les programmes de DCG, DSCG, à la fois pour mener assez simplement vers le certificat de durabilité dans le cas où la directive aurait été traduite en droit français, et de manière plus générale, parce qu'on voit bien que dans l'activité des cabinets, cette part liée aux audits de durabilité à la durabilité prend une part de plus en plus importante. Et donc, en DCG, c'est environ une cinquantaine d'heures à peu près qui sont liées à la durabilité, et en DSCG, c'est 90 heures, je crois, Jean-Luc, c'est ça, de mémoire? Alors, en tout, oui, on a presque 90 heures sur le DSCG au niveau plus formation, là, lorsque toi, tu es plus sur de la sensibilisation. Exactement. Donc vraiment un bloc de 130, 140 heures. Et ça on s'est interrogé au moment et on l'a d'ailleurs pas dit, on s'est interrogé au moment de la réforme sur l'intérêt ou pas d'avoir une UE durabilité, par exemple, et même sur la structure globale des diplômes. Est-ce qu'on garde le même schéma, les mêmes UE? Et donc, on s'est vraiment dit qu'il y avait comme un intérêt à garder une structure qui globalement fonctionne bien, qui permet une validation progressive des candidats. Pour information, quand même, le DCG, c'est 25 000 candidats qui passent au moins une UE, et donc avec une validation extrêmement progressive. Donc on est quand même sur, et c'est environ 7 000 diplômés à peu près par an. Et alors en DSCG, En DSCG, on est à 17 300 candidats à la session 25. Nous étions à 15 000 à la session 23. On a gagné 2 300 candidats en 2 sessions. Et nous sommes alors un peu moins à la session 25 qu'à la session 24, mais on est à 2 800, 3 000 diplômés à l'année. Et donc finalement, voilà, au-delà enfin, comme l'a dit Jean-Luc, du contexte particulier dans lequel la rénovation a été créée, ça reste des diplômes qui attirent, des diplômes voilà, relativement importants et massifs. Et donc, on ne voyait pas tellement l'intérêt de casser cette structure. Et notamment en plus décorréler la durabilité des enseignements professionnels, compta, audit, contrôle de gestion, ça ne nous semblait pas avoir trop de sens. Donc le choix a été fait de vraiment, dans chaque UE, on intègre des éléments de durabilité, et avec la logique de sensibilisation en DCG et une logique davantage d'apprentissage, d'approfondissement voilà, et de production presque, si je peux dire, en DSCG. Et puis le deuxième élément de contexte relativement important, c'est quand même l'apparition de l'intelligence artificielle, de la digitalisation des processus, qui avec un double impact. Il y avait quand même il y a une vraie nécessité de former les jeunes, et en plus ça va conduire à des changements dans les métiers. Et donc sur le premier aspect, il y a une vraie refonte. Je pense que c'est en tout cas en DCG l'UE qui va le plus évoluer, une vraie refonte des UE liées au système d'information. Et avec là une difficulté qui était que on s'est heurté quand même à l'extrême diversité des cabinets, des pratiques en cabinet et des besoins en cabinet, où en interrogeant un petit peu les professionnels, les besoins allaient d'être expert en VBA, langage VBA et en logiciel Excel, à être capable de coder en Python pour analyser des données, à être capable de maîtriser certains applicatifs très précis, ou de travailler à un cahier des charges pour implémenter un SI chez un client. Et on voit là qu'il y avait comme une variété des besoins, des compétences, et qui a rendu relativement complexe de travailler autour de cette UE ou de ces deux UE,
Et le parti pris a été finalement de balayer un petit peu l'ensemble des thématiques en donnant un petit peu les clés aux étudiants, aux candidats de comprendre les enjeux et finalement de pas forcément les former sur des outils spécifiques qui sont amenés à évoluer tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais plutôt leur donner les compétences pour pouvoir ensuite être rapidement opérationnels dans les cabinets. Et donc les compétences dans 4 grands domaines ou 4 grandes thématiques, et c'est les mêmes d'ailleurs en DCG comme en DSCG, c'est une nouvelle preuve de l'articulation. Il y a toute la thématique management du système d'information, analyse du système d'information, la thématique performance, processus, et notamment en quoi les nouvelles technologies jouent ou influent sur la performance des processus. Toute une grande partie assez majoritaire en DCG autour de l'analyse de la donnée et une partie liée aux nouveaux enjeux du SI qui sont durabilité, frugalité et cybersécurité. Pour vous donner un ordre d'idée en termes d'horaire en DCG, la partie sur les données, c'est environ 140 heures, donc la moitié. Et les 3 autres, c'est l'autre moitié, quoi. Donc, on a un vrai focus sur la donnée, l'exploitation des données, la capacité d'analyser des données, parce que ça correspondait à un besoin, à une demande relativement forte en cabinet. Et puis, dans la formation, dans les lycées, on a réfléchi à des moyens d'intégrer le système d'info, les applicatifs métiers, les logiciels, etc., avec les UE de compta, de gestion, de finance. C'est sans doute un peu plus facile en DCG parce qu'il y a des formations en établissement qui sont davantage normées, mais c'est quand même une préoccupation conjointe DCG, DSCG. Je ne te vois pas réagir, donc je conclus, Jean-Luc. Non, tu peux continuer, ça me va tout à Voilà. fait. Je crois que notre global d'attaque en matière de compétences, c'est très clairement concrétisé sur ces UE ici, qui sont peut-être celles qui ont effectivement le plus évolué dans la rénovation des deux diplômes, même si d'autres connaissent quand même certaines évolutions qui sont peut-être plus marquées d'ailleurs côté DSCG que DCG. Complètement. Voilà, et puis le dernier point, mais Jean-Luc l'a dit, puis ça a été réaffirmé par le président Charrier au Conseil national, au Congrès de l'Ordre en septembre dernier. C'est vraiment la réaffirmation que ces 2 diplômes DCG et DSCG sont des diplômes d'État, dont la certification est validée, garantie par l'État, et donc qui confère le grade de licence et le grade de master. Et on a été quand même très attentifs et presque encore plus en DSCG, j'ai l'impression, mais enfin, ou plutôt, enfin voilà, mais très attentif à ce qu'on maintienne un niveau d'exigence. Donc certes, on a parfois éliminé du programme certains aspects extrêmement techniques et qui étaient réalisés que par quelques cabinets très spécialisés en se disant que ces éléments, mais on y reviendra un peu en détail, de toute façon faisaient l'objet d'une formation continue par les cabinets. Mais on a quand même été très exigeant sur les niveaux d'exigence DCG, DSCG. Et d'ailleurs, pour la première fois en DCG, puis j'ai copié sur ce point de vue les pratiques de Jean-Luc en DSCG, l'ensemble des sujets est relu par la profession pour s'assurer que le niveau d'exigence euh, et j'allais dire le lien avec les réalités des cabinets voilà, sont vraiment bien interrogés. Et donc, on travaille aussi main dans la main pour garantir un niveau de certification optimal. Oui, c'est important ce que tu reprécises là, puisque le travail avec la profession, il s'est fait dans le cadre des groupes de travail qui se sont réunis pendant presque un an pour aboutir à cela. Cela s'est fait aussi à l'occasion d'une consultation publique préalable à la finalisation des programmes, consultation à laquelle on a eu un nombre important quand même de membres de la profession. Moi, j'en ai eu autant, en tout cas, que d'enseignants, enseignants-chercheurs
qui ont réagi. Donc, ça montre l'intérêt et ça montre aussi l'implication. Et c'est avec la profession aussi que nous continuons à travailler cette fois-ci sur la préparation à la mise en œuvre de ces programmes. Hein. Ces programmes ont été publiés en août dernier. Les fiches RNCP qu'évoquait Mathieu tout à l'heure ont été publiées soit en décembre 25, soit en janvier 26. Et ces programmes donc rentrent en application au 1er septembre. Et avec la profession, nous mettons en place un accompagnement avec un guide pédagogique qui va sortir et avec des sujets zéro qui vont sortir aussi, en sachant que ce seront les épreuves du printemps et de l'automne 2027 qui commenceront en fait à tester, à évaluer les compétences des candidats par rapport à ces nouveaux programmes. Complètement. Donc, là, voilà, on projette là le calendrier de mise en œuvre évoqué par Jean-Luc. Peut-être deux éléments vraiment complémentaires et qui montrent le lien important qu'on attache aux relations avec la profession. C'est déjà de dire que l'ensemble de ces documents, les programmes, les guides pédagogiques, seront publics. Et on est vraiment très heureux de cette initiative parce que ça nous semble particulièrement important et symbolique que la profession soit au courant des programmes DCG, DSCG. Hein, d'abord parce que vous allez accueillir des jeunes en stage ou en apprentissage et que le lien entre ce qu'ils font en cabinet et les programmes est assez essentiel. Et d'ailleurs, fait l'objet, mais on pourra y revenir, de deux épreuves, de l'UE13 mémoire professionnelle et l'UE7 en DSCG. Et parce que je le dis avant d'oublier, et puis Jean-Luc est intervenu devant l'ensemble des présidents des conseils régionaux, mais on est toujours en recherche de correcteurs, de correcteurs, d'examinateurs pour nous aider à faire vivre et à valider l'ensemble des UE. Et donc, de ce point de vue, je pense que être le plus ouvert sur ce qu'on fait dans ces programmes et dans ces formations, c'est un bon moyen aussi d'essayer d'inciter toutes les bonnes volontés à travailler ensemble. Bon, l'annexe au niveau national est membre de la commission pédagogique nationale du DSCG que j'ai mis en place il y a un an. Voilà, donc vous présentez peut-être un petit peu le travail qu'on a mené en DCG, mais encore une fois en lien et puis avec le DCG. Donc peut-être sur la méthode, donc vous dire que chaque UE a fait l'objet d'un groupe de travail spécifique et au sein de ce groupe de travail étaient mêlés à la fois des enseignants, des chercheurs, des universitaires, des membres de la profession, même si parfois on aurait aimé qui sont un peu plus présents. D'habitude, c'est Jean-Luc qui le dit, là c'est moi, mais malgré tout, Tu fais bien. un travail vraiment collaboratif. Et ensuite, chacun de ces groupes de travail, DCG et DSCG, s'est réuni pour assurer une cohérence entre tous les diplômes. Donc, c'est vraiment ce travail en groupe, puis en groupe réuni qui assure la cohérence. Donc, pour rappel, mais je pense que vous savez tous, hein, on a maintenu le programme du DCG avec ses 13 UE d'enseignement obligatoire, alors qui sont regroupés en ce qu'on appelle 4 axes, même si globalement les axes ont plus de valeur ou de reconnaissance réglementaire, mais on a une thématique ou un axe droit des affaires, une thématique, un axe compta, gestion, finance, contrôle, une thématique management éco et une thématique qu'on a appelée un peu communication professionnelle et SI. Donc, on est vraiment sur une structure strictement identique à ce qui existait avant, avec une approche par compétences qui a été déjà initiée à la réforme de 2019, mais qu'on a renforcée ou qu'on a fait évoluer avec deux éléments. Déjà, on a beaucoup travaillé la formulation des compétences en se disant une compétence qui s'intitule connaître, c'est pas vraiment une compétence. Et en se disant que plus les compétences étaient formulées clairement, plus ça pouvait aussi aider tous les candidats à préparer au diplôme. Parce que sur les 25 000 candidats que j'évoquais, 2/3 sont des candidats libres ou des candidats qui ne se préparent pas dans les établissements publics et donc avec sans doute un besoin à accès à l'information. Donc, un travail sur la reformulation des compétences d'une part,
Et dans les programmes, on a aussi fait tout un travail de limitation des connaissances et limitation des compétences pour vraiment dire, voilà, si on étudie la compétence analyser une situation juridique, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on n'intègre pas. L'idée étant vraiment de guider encore la formation et de s'assurer que, en se disant qu'il faut mieux peut-être voir un tout petit peu moins d'éléments, de concepts, de connaissances, se centrer sur les éléments les plus essentiels, mais les maîtriser à fond. C'est vraiment la philosophie du DCG dans un contexte peut-être pour information où il y a environ 30% d'étudiants qui changent de voie en cours d'année, de première année, notamment parce que parfois la marche était peut-être un peu haute et donc en se centrant sur tous ces éléments un petit peu fondamentaux, on se dit que ça va aussi permettre de les accompagner au mieux et d'essayer de mener le plus de candidats possible voilà, au DCG. On a renforcé l'approche par compétences, on a fait évoluer beaucoup l'UE du SI, et pour le reste, l'enjeu principal a été, comme je disais, de recentrer les choses autour des concepts fondamentaux, avec quand même une réflexion autour de l'articulation des UE au sein même du diplôme. Je prends un exemple sur l'axe droit des affaires. En fait, il y avait un peu des remontées qui disaient que les fondamentaux du droit, donc la première UE de l'axe juridique, était un peu chargée pour une première année d'entrée en droit. Donc, en parallèle, il y avait des thématiques qui se recoupaient un petit peu sur le DCG, le DSCG. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de consacrer le traitement de l'entreprise en difficulté exclusivement en DSCG et de basculer le droit du commerçant de l'UE1 DCG fondamentaux du droit à l'UE2 le droit des affaires. Et comme ça, c'est un bon exemple de travail qui montre comment on a rééquilibré un petit peu la formation. De ce fait, on centre vraiment l'UE1 sur les fondamentaux du droit. L'UE2 est un peu étoffé avec le droit des commerçants, mais ne traite plus l'entreprise en difficulté. Et l'UE3 avait un peu deux grands domaines, le droit de la protection sociale, le droit du travail. Et c'est aussi une belle illustration de ce que permet l'approche par compétences. Avant, je caricature un peu, on avait grand 1, droit du travail, grand 2, droit de la protection sociale. Maintenant, l'idée, c'est sur un même objet, le recrutement, les congés, etc., comment on éclaire à la fois par le droit du travail et le droit de la protection sociale. Donc, c'est finalement, on voit les mêmes connaissances, les mêmes contenus, les mêmes notions, mais avec des approches un petit peu différentes. Et puis, on a centré les UE juridiques autour de compétences communes, analyser une situation juridique, qualifier une situation juridique, être capable de mobiliser les concepts, et de compétences transversales avec une qui nous paraît particulièrement importante, qui est exploiter une veille juridique en se disant que c'est vraiment ce travail qui est fait en cabinet. Donc ça, c'est un petit peu sur le droit des affaires. Sur l'axe compta, gestion, finance, on a un tout petit peu rééquilibré les choses entre l'intro à la compta et la compta approfondie, en se disant que c'était bien pour les jeunes de première année que dès le début, ils aient un peu une vision de ce qu'est la profession comptable, de la déontologie. Donc ça, c'était des thématiques qui étaient plutôt vues en compta approfondie et qu'on a remis en intro à la compta pour les aider à se projeter dans le métier et en se disant que ça pouvait voilà, contribuer à leur motivation. L'autre élément un petit peu, c'est qu'on a renforcé l'étude et le poids et l'importance des documents annexes dans la compta approfondie et qu'on a enlevé tout ce qui était compta public en se disant quand même qu'il y avait des spécificités vraiment fortes et importantes. Et ça fait partie des thématiques, on se dit, un étudiant de DCG qui connaît parfaitement les grands principes comptables, s'il veut aller se former en parallèle sur la compta publique, il sera capable, ou en tout cas, il aura les outils intellectuels pour le faire. En finance, on a beaucoup introduit d'éléments autour du diagnostic extra-financier, donc en renforçant la partie diagnostic. Toujours dans cette idée que le DCG sert de point d'entrée au DEC, ça nous semblait essentiel que des notions de base comme l'actualisation, par exemple, soient vraiment étudiées en profondeur dès le DCG. Et là, comme il y a eu un unique groupe de travail avec le DSCG, là, l'articulation se fait vraiment bien. Et en contrôle de gestion, on reste globalement sur les mêmes éléments.
il y a eu toute une réflexion sur quelle importance ou quel poids des mathématiques au service des outils de contrôle de gestion. Avec là, toujours, c'est un petit peu la même idée. On fait tous les travaux et tous les calculs probabilistes à partir de la loi normale, en se disant qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnait une loi de probabilité, on pouvait le détailler à d'autres lois de proba. Et on insiste beaucoup sur les tableaux de bord et notamment les indicateurs de durabilité, mais qu'on fournit, qu'on donne et que les candidats devront simplement analyser, alors qu'en DSCG, ils pourront vraiment les produire. Et sur cet axe, globalement, comme d'ailleurs sur l'axe juridique, je dirais qu'à 90%, les notions et connaissances sont les mêmes. Donc, c'est vraiment plutôt un travail de comment redonner encore plus de cohérence à l'ensemble. Donc, en management, j'en ai un tout petit peu parlé autour de la stratégie, puis on l'a recentré un tout petit peu sur les dimensions relations humaines et sur un concept qu'on a réintroduit qui est très présent dans le pré-bac, qui est le modèle économique, donc qui est aussi analysé un petit peu la stratégie à travers le modèle économique. Et ça fait d'ailleurs un peu le pont avec l'UE3 du DSCG. La seule UE qui a aussi beaucoup bougé, mis à part l'UE de SI, c'est l'UE d'économie, parce que, alors ça concerne vraiment les formations en lycée, mais il y avait un déséquilibre entre les UE vues en première année, en deuxième année, en troisième année, d'une part, avec l'idée que globalement, un étudiant qui rentrait en lycée, il passait l'anglais en première année, il faisait plus aucune heure d'anglais, globalement, jusqu'à se retrouver devant le jury en UE6 du DSCG. C'est un tout petit peu caricatural, mais et donc on voyait qu'il y avait quand même des vraies difficultés sur cette UE. Et donc on a souhaité pouvoir offrir de l'anglais à chaque année de formation en lycée, et puis alléger un petit peu les UE de deuxième année. Donc ça nous a conduit à finalement faire de l'économie une UE de première année comme c'était le cas avant. Et pour ne pas trop densifier cette première année qui est déjà dense, on s'est dit que c'était mieux de diminuer un peu le contenu de l'économie et d'avoir, à la place de 6h30 classe entière, d'avoir 4h30 plus 1 heure groupe. Donc ça nous a conduit vraiment à une réflexion sur quels sont les concepts indispensables que doit maîtriser un expert comptable autour de l'UE économique. Et globalement, ce qui nous semble indispensable, c'est de maîtriser son environnement. Donc il y a énormément de choses autour des mécanismes économiques du marché, pour le dire très rapidement. Beaucoup de choses autour quand même, enfin quelques éléments autour de l'histoire de la pensée, de l'histoire des faits, parce que je ne sais pas si on prend la politique commerciale américaine enfin actuelle, où il y a quelques… Voilà, l'éclairer avec l'histoire du commerce international, ça aide forcément à comprendre ce qui se passe. Et puis aussi des éléments sur la politique macro qui impactent forcément l'activité des entreprises. Donc 3 briques en les recentrant sur les éléments initiaux. Et donc, pour faire le lien avec les dispenses, sur le DCG, les dispenses du BUT vont rester strictement identiques. Et il y a quand même une réflexion sur la dispense d'anglais pour les titulaires du BTS, parce que finalement, comme l'anglais est réparti sur les trois niveaux, il y a moins de sens pour un étudiant de BTS qui arrivera en deuxième année d'être dispensé d'anglais, sachant qu'il va encore suivre des cours d'anglais en deuxième et en troisième année. Donc l'idée, ça serait peut-être, et c'est la seule dispense qui changerait au niveau DCG, d'abandonner cette dispense d'anglais pour les étudiants de BTS. Et donc, ils seraient dispensés, c'est logiquement, de toutes les UE de première année, les fondamentaux du droit, l'économie, le système d'info et le mémoire, évidemment, et puis plus du tout du reste. Peut-être le dernier point pour moi, quitte à dépasser un tout petit peu 19h45, voilà, c'est sur l'UE13. On a là encore fait un vrai travail avec Jean-Luc pour essayer de rendre un peu cohérent cette UE. Alors, à 2 niveaux. Sur l'UE13, c'était vraiment un effort pour recentrer l'UE autour de la communication professionnelle, en se disant que ça allait être une compétence de plus en plus essentielle dans les cabinets. Et donc, il y aurait globalement 2 parties dans l'épreuve. Une partie toujours liée au rapport, au mémoire, au stage. Et c'est pour ça que je trouve que le fait qu'on puisse encore une fois se parler avec la profession, c'est tout à fait essentiel. Et une partie liée à la situation de Compro, qu'on appelle la situation de communication professionnelle. Je parle dans le jargon à force de… Voilà, situation de communication professionnelle, où l'idée, c'est de demander à un étudiant
d'isoler une situation de communication qu'il a rencontrée en cabinet et de l'analyser. Donc ça peut être un rendez-vous en clientèle, donc où il aurait accompagné l'expert comptable, ça peut être une réunion de service, ça peut être des échanges de mails avec un service, un client, voilà, énormément de choses. Et en se disant que s'il maîtrise un petit peu mieux les codes de la communication écrite et orale, après, on va dire, pour évoluer au sein du cabinet ou dans sa vie professionnelle, ça sera vraiment utile et important. Donc on aurait comme ça deux parties dans l'épreuve. Et l'autre élément sur lequel on a beaucoup réfléchi, on réfléchit beaucoup actuellement avec Jean-Luc et Christiane Foll, la présidente du DEC, c'est quel impact de l'intelligence artificielle sur ces mémoires professionnelles et sur la certification. Et donc, on travaille là à une charte d'engagement où l'idée, c'est d'obliger les candidats à, réfléchir sur les usages de l'IA, avoir un usage éthique, responsable, adapté, et deux, avoir une transparence de l'usage de l'IA vis-à-vis du jury, comme finalement cette transparence de l'usage de l'IA sera absolument nécessaire quand ils iront en rendez-vous clientèle, voilà, pour éviter les mésaventures. Je crois que c'est le gouvernement australien qui avait payé une étude plusieurs millions d'euros réalisée intégralement par l'IA, quoi. Donc voilà, donc l'idée c'est à la fois un objectif de certification pour faciliter le travail du jury, mais c'est pour nous surtout un premier pas vers l'éthique et la déontologie de la profession. L'IA, c'est un outil et puis il n'est pas du tout question de l'interdire. Ça serait complètement voilà, has-been, j'allais dire. Par contre, si on l'utilise de manière adaptée, raisonnée, éthique et transparente. Et c'est un peu tout l'objet de cette charte d'usage qui sera commune DCG, DSCG et DEC, donc sur les UE en lien avec les mémoires. En tout cas, merci vraiment à toutes et tous. Encore merci de l'initiative et l'invitation. Je suis désolé de devoir vous quitter pour clôturer un jury. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et merci, voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup à vous Bientôt, d'avoir Mathieu. répondu. Merci. Bon, je vous propose de prendre le relais plus sur les aspects DSCG, mais Mathieu vous a donné déjà beaucoup d'informations sur l'esprit dans lequel on a travaillé ensemble et puis avec la profession dans cette rénovation de programme. Je vous le disais tout à l'heure, le DSCG qui est effectivement la porte d'entrée, la seule d'ailleurs, la porte d'entrée au stage d'expertise comptable, avait connu quelques difficultés sur les sessions précédentes et il convenait certainement de revoir à la fois le programme et puis certainement aussi l'organisation des épreuves. C'est sur quoi je travaille depuis 2 ans. On a peut-être fait un travail un peu plus en profondeur que pour le DCG, tout simplement parce que le programme du DCG ne posait pas tant de difficultés que ça et manifestement était jugé plutôt satisfaisant. En sachant que les critiques qui étaient apportées au DSCG étaient diverses et que je fais la différence entre le programme et les sujets, les épreuves, même si je sais bien l'importance que les candidats accordent aux épreuves en tant que telles. Donc, on a essayé de travailler chaque UE de la même manière que Mathieu, donc avec un groupe de travail, avec enseignants-chercheurs et représentants de la profession. On a conservé la structuration en UE du diplôme, hein, donc 7 UE obligatoires et une UE optionnelle de langue. On a gardé aussi les volumes horaires, mais on a souhaité reprendre chaque programme dans un souci de cohérence, de positionnement et de compétences, pour reprendre ce que l'on indiquait tout à l'heure. Les 2 unités de langue n'ont pas été véritablement retravaillées, donc la 6 et la 8, mais toutes les autres l'ont été et certaines d'entre elles plus en profondeur.
c'était lié en particulier à une situation qui avait certes des avantages, mais présentait aussi des inconvénients en termes d'acquisition de compétences, une situation de chevauchement importante entre DCG et DSCG qui conduisait, et là je vais peut-être faire créer de la déception, mais en tout cas, par le passé et encore aux sessions actuelles, on a pu constater que des tout juste diplômés de DCG arrivaient à valider certaines UE du DSCG et que même on pouvait les inviter à le faire. Je trouve cette situation anormale. Tout simplement parce que quand on obtient une licence, on ne valide pas un master. Et que pour valider un master, il faut nécessairement acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires. D'où la nécessité de repositionner les deux diplômes. Mathieu l'a indiqué tout à l'heure, notamment en droit, le droit des entreprises en difficulté qui était dans le programme niveau licence de DCG. On l'a passé en DSCG parce qu'on considère que c'est plutôt à ce niveau-là que ce type d'enseignement doit être fait et donc de fait évalué. Je pense que les zones de chevauchement pouvaient faciliter l'obtention de l'UE1, même si globalement le taux de réussite de l'UE1 reste très faible. Pouvait faciliter en particulier la réussite à l'UE3, qui connaissait un niveau de réussite beaucoup plus élevé, ou aussi la réussite à l'UE5. Donc, si vous avez pris connaissance du rapport du jury national qui est sorti il y a quelques jours et qui est disponible sur le site du ministère, vous aurez pu constater que le taux de réussite chute sur ces épreuves-là, la 3 et la 5. Mais je pense qu'il faut relativiser cette situation parce que je pense que certains candidats ne se sont pas préparés spécifiquement à l'épreuve au regard du programme actuel. Et vous pourrez vous douter que le programme futur aura le même esprit effectivement de positionnement. Donc, on a retravaillé les UE, supprimé les chevauchements. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, une notion analysée en DCG n'est pas reprise en DSCG, mais elle est reprise de façon beaucoup plus approfondie. Et on passe une étape. Peut-être que l'UE la plus révélatrice de ça, c'est l'UE3 du DSCG, puisque l'UE3 du DSCG, dans le programme actuel, ça s'appelle Management et contrôle de gestion. Et en fait, c'est la juxtaposition de deux UE du DCG. Ça ne permettait pas forcément de donner beaucoup de sens, à vrai dire, à ce programme de l'UE3. Avec des redondances importantes par rapport à l'UE7 et l'UE11 du DCG, certainement quelques incohérences et surtout une absence de ligne directrice liée justement à la juxtaposition du management et du contrôle de gestion, qui ne permettait pas donc de donner du sens à l'UE et qui pouvait faire croire qu'on avait affaire à du DCG+. Or, le DSCG, ce n'est pas un DCG+, c'est un diplôme à part entière. Et l'UE3 a connu, c'est la seule UE qui est dans cet esprit-là d'ailleurs, a connu un changement d'intitulé, puisque maintenant, ça sera contrôle de gestion et stratégie, avec la volonté d'apporter des connaissances supplémentaires par rapport au DCG, d'apporter des compétences supérieures par rapport au DCG. C'est ce que vous disait Mathieu tout à l'heure sur le conseil de niveau 1 et le conseil de niveau 2. Et puis surtout d'essayer d'intégrer une véritable logique transdisciplinaire qui va combiner le contrôle de gestion et le management stratégique pour permettre aux futurs professionnels
à un moment de prendre des décisions qui permettent d'améliorer cette performance globale qui permet de combiner en fait les outils techniques, les concepts de contrôle de gestion stratégique, d'où le changement d'intitulé qui a été proposé. Sur les autres UE, les changements sont liés plutôt au repositionnement. C'est ce que j'évoquais sur l'UE1, hein, où on a transféré le droit des entreprises en difficulté donc, de DCG en DSCG. On a transféré aussi les problématiques de délégation de pouvoir. On a transféré aussi au niveau des SCG les problématiques liées à la société en commandite par action. Donc, toute une série de transferts ou même de suppressions parce que le programme de l'UE1 est déjà très dense. Je pense d'ailleurs qu'on ne l'a pas si simplifié que ça dans le nouveau programme, mais on a supprimé un certain nombre d'éléments que nous considérions être trop spécifiques ou être déjà traités en DCG. On a supprimé, par exemple, les groupements d'intérêts européens, l'intérêt économique européen, on a supprimé le contentieux fiscal communautaire, on a supprimé les crédits à la consommation des parties de programme que nous considérions ne pas être forcément adaptées au niveau master. Et en même temps, on en a ajouté d'autres en matière de conformité, dans le domaine des informations sociétales et environnementales, en matière de données, en matière d'appel d'offres, et puis quelques éléments en matière de société civile immobilière. Nous avions des demandes pour aller sur de la gestion de PAT, mais on l'a réduit au niveau des SCG en considérant que post-des SCG, peut-être même post-DEC, il y avait possibilité aussi de suivre des diplômes qui sont dédiés à cela. Sur l'UE2, Mathieu l'a dit, il n'y a eu qu'un seul GT qui a travaillé le programme du DCG, DSCG, donc ça a permis d'assurer la plus grande cohérence des deux programmes. On a souhaité, mais ça c'est une volonté qui est très forte, de supprimer des points que l'on considérait être trop spécifiques. On a dans notre façon de présenter les choses, on a dit qu'on supprimait les points pointus du programme. C'est aussi ma volonté côté sujet de ne pas tirer dans les coins parce que ce n'est pas en tirant dans les coins qu'on apprécie la compétence des candidats à maîtriser les compétences attendues, en sachant que la structuration de l'UE2 ne bouge pas tant que ça en termes d'organisation globale. L'UE3, je vous en ai parlé. L'UE4, c'est celle qui bouge peut-être le moins, même si elle est restructurée différemment. On a souhaité surtout ancrer davantage de diplômes dans une pratique professionnelle, tout en garantissant bien évidemment un grade master. On a essayé de mieux délimiter, de mieux expliciter le périmètre des compétences et des connaissances attendues. Mathieu vous le disait tout à l'heure pour le DCG, si vous regardez les programmes qui sont publiés fin août, qui ont été publiés fin août, vous avez une colonne qui permet déjà de limiter un peu ce qui est attendu. Et le guide pédagogique qui ne sortira pas la semaine prochaine pour le DSCG et qui sortira plutôt en mars ou début avril, va aller au-delà en précisant bien ce qui est attendu, parce que derrière une notion de programme et faute peut-être d'un nombre d'heures précis dédié, eh bien, on peut aller très loin, d'où la nécessité de resserrer pour que ensuite ce soit peut-être plus facile à évaluer, là encore, dans les sujets. Vous aurez compris qu'il y a
bien évidemment, entre sujet et programme, des liens très forts, puisque tous les sujets, bien évidemment, s'inspirent des programmes et ne peuvent pas aller interroger sur des aspects qui n'y paraissent pas. Sur la 4, on a souhaité aller, donc c'est sur les comptes de groupe, donc la distinction avec le DCG est très facile et n'est pas du tout remise en cause. L'idée, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans les opérations de restructuration, c'est participer à l'élaboration du reporting financier de groupe en langue française et en langue internationale, en comprenant bien les différences de traitement entre les deux, et puis aussi participer à la mise en œuvre d'une mission d'audit ou de financier ou de réhabilité. On a juste restructuré, je le disais, de 4 parties. Avant, on avait restructuration, normes internationales, compte de groupe, audit. On est passé à 3 parties, opération de restructuration, reporting financier des groupes en normes françaises et IFRS, et puis audit, avec un poids un peu plus important qui est consacré à l'audit. Et puis peut-être juste une petite nouveauté, à la demande de la profession d'ailleurs, on a passé le régime fiscal des fusions de l'UE 1 à l'UE 4. Alors, étant gestionnaire fiscaliste de formation, je sais bien que le régime fiscal des fusions, c'est du droit, mais lorsque l'on travaille la fusion sous l'angle comptable, il est extrêmement compliqué de ne pas aborder aussi en même temps le régime fiscal. Et le fait de mettre tout ça dans l'UE4 permettra aussi à un moment d'avoir des épreuves qui permettront de tester les compétences du candidat sur la fusion dans son ensemble, en sachant que le régime juridique des fusions, lui, reste sur le 1. Ce sont des petits éléments, des petits ajustements qui ont été faits, en sachant qu'on a, là encore, exclu ou clarifié certains points qui nous paraissaient pas très, très clairs. Bon, la 5, je ne dirais pas plus que ce que Mathieu vous a dit. Un enjeu très fort pour la profession, vous le savez. Donc, la nécessité de reprendre le programme. Un enjeu d'articulation entre les deux diplômes, avec certainement un chevauchement ou un niveau d'exigence attendu au niveau des SCG qui ne correspondait plus aux attentes et aux besoins de la profession, d'où la nécessité de rénover cela en ancrant le programme dans la pratique professionnelle, en clarifiant des choses, en intégrant les enjeux de cybersécurité et de gestion des données, en intégrant bien évidemment aussi les problématiques de durabilité et les impacts environnementaux des SI. Voilà, la 6, je vous en ai parlé. On peut dire quelques mots de la 7, puisque c'est une épreuve du DSCG qui est toujours un peu particulière, puisque c'est la seule épreuve qui allie à la fois l'écrit et l'oral. En sachant qu'on a rappelé, mais je l'ai déjà fait depuis mon arrivée, que l'UE7, c'est une épreuve de mémoire, mais c'est une épreuve de mémoire professionnelle. Et je vous invite fortement à lire les conseils qui sont donnés par le jury national dans le rapport qui a été publié il y a quelques jours en la matière, en sachant que sur ce mémoire, même si la moyenne reste tout à fait honorable, on est autour de 12 de moyenne, si je ne m'abuse, sur l'UE7, hein, on doit être un tout petit peu en dessous de 12. On constate des problématiques qui ne sont pas définies, des méthodologies qui ne sont pas forcément adaptées. Et donc, il y a un vrai travail qui reste à faire sur ce mémoire, qui n'est pas un rapport de stage, qui n'est pas ce qui est attendu au niveau des CG, mais qui n'est pas non plus le mémoire du DEC, mais qui peut-être, en tout cas, prépare
à ce travail-là, avec un vrai travail méthodologique de niveau master qui est attendu. Si, avant de passer aux questions, parce que je pense qu'il faut qu'on garde du temps pour y répondre, pour les dispenses, les candidats devront passer, quoi qu'il arrive, la 1 et la 4. Ça, je ne bougerai pas sur ça. La 1 et la 4 restent des épreuves à faire passer pour tout le monde. Et il n'y aura aucun diplôme qui donnera l'équivalence de la 1 et de la 4. Les diplômes qui bénéficient de dispenses vont être revus. Et c'est valable pour les masters universitaires comme pour les diplômes de grande école. Bien évidemment, ceux qui bénéficient déjà de ces dispenses et qui ont une pédagogie, des méthodes d'évaluation qui se rapprochent de ce qui est attendu pour le DSCG pourront continuer à bénéficier des dispenses. Et puis peut-être qu'on aura d'autres établissements qui le demanderont. Les dossiers de dispense devraient pouvoir être disponibles à partir de l'été prochain. Et puis, il conviendra de nous les renvoyer pour qu'ils soient expertisés au cours de l'année 26-27. L'idée étant que toutes les expertises soient faites dans la mesure du possible pour juin-juillet 27, pour qu'un nouvel arrêté sorte. Tant qu'un nouvel arrêté n'est pas sorti, toutes les dispenses restent valables pour celles et ceux qui en bénéficient. Très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent ce soir pour votre intervention ainsi que pour les nombreuses réponses aux questions qui ont été posées. Merci beaucoup à Aurélien, merci beaucoup à l'annexe régionale d'avoir invité les deux présidents. Et sachez qu'en tout cas, que nous sommes à disposition de tous pour essayer de faire en sorte que cette réforme se mette en place dans les meilleures conditions, avec le seul objectif, c'est de faire réussir pour ce diplôme de licence et ce diplôme de master DCG et DSCG. Bon courage à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.